Des jumelles de Virginie ont disparu lors d'une croisière, laissant leur vie de mère célibataire bouleversée. 10 mois plus tard, une valise s'est échouée sur le rivage, et ce qu'elles ont découvert à l'intérieur a laissé tout le monde sous le choc. Rachel Marin était assise dans le salon faiblement éclairé de sa petite maison de Charlottesville, entourée des vestiges d'une enquête de 10 mois qui n'avait abouti qu'à des impasses. Des dépliants de recherche de personnes disparues, arborant les visages souriants de ses jumelles, étaient éparpillés sur sa table basse, certains avaient les coins gondolés à force de manipulation, d'autres décolorés par la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores qu'elle ajustait rarement. Rapports de police et dossiers formaient des piles précaires sur son bureau, un recueil qu'elle avait lu si souvent qu'elle pouvait en réciter des passages de mémoire. À côté de son fauteuil, une petite table contenait une douzaine de cartes de condoléances non ouvertes. Rachel ne parvenait pas à les lire. Reconnaître les condoléances lui donnait l'impression d'accepter la disparition définitive de ses filles. Elle frotta ses yeux fatigués et reposa le dossier qu'elle était en train d'examiner, celui relatant le 4e jour de leur croisière, où Emma Emily, 8 ans, avait disparu sans laisser de traces. Son regard se reporta sur les cartes de condoléances. Peut-être qu'aujourd'hui, elle en ouvrirait enfin une. Peut-être qu'aujourd'hui, elle s'autoriserait à ressentir ce que les autres pensaient déjà, que ses filles ne reviendraient jamais à la maison. Ses doigts venaient de toucher une enveloppe lorsque son téléphone sonna. L'écran affichait le nom de l'inspecteur Mas Alvarez. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle répondit. « Inspecteur, des nouvelles ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant le fragile espoir auquel elle s'accrochait encore. Elle s'attendait à l'inconnu habituel, à une observation impossible à vérifier, ou simplement à un contrôle de courtoisie. La voix d'Alvarez était différente aujourd'hui, tendue, contrôlée, avec un fond sonore qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Je viens de recevoir des informations du commissariat de police d'Ocracoke Island, en Caroline du Nord, dit-il. Rachel se redressa sur sa chaise. « Quel genre d'informations ?» demanda-t-elle. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Je dois vous prévenir que ce que je vais vous dire est troublant. Un pêcheur local a trouvé une valise contenant des restes humains ou des restes qui, selon nous, pourraient appartenir à l'une de vos filles. » La pièce sembla basculer. La main de Rachel serrait si fort le téléphone que ses jointures blanchirent. « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure. « Je ne peux pas tout expliquer au téléphone, » a poursuivi Alvarez. « Nous prenons l'avion pour la Caroline du Nord ensemble. La valise contient également des effets personnels et des objets que nous vous demandons d'identifier immédiatement. » Quand Rachel lui a demandé quand, il a répondu « Je viens te chercher dans 1 heure. » Les preuves sont conservées dans un laboratoire médico-légal rattaché au bureau du shérif en Caroline du Nord. Ils attendent notre arrivée avant de poursuivre. Après avoir raccroché, Rachel remarqua que des larmes coulaient sur ses joues. Elle traversa machinalement la maison, toujours incrédule, tout en préparant son petit sac de voyage. Des souvenirs d'il y a 10 mois tourbillonnaient dans son esprit, la croisière pour laquelle elle avait travaillé des heures supplémentaires, les vacances destinées à créer des moments inoubliables avec ses filles. Elle se souvint du restaurant où elle s'était arrêtée pour un déjeuner tardif après la baignade. C'était calme, un peu plus de 15h30, avec un personnel réduit. Elle avait laissé les filles 5 minutes, juste 5 minutes pour répondre à un appel important à l'extérieur, où la réception était meilleure. À son retour, elles avaient disparu. Le personnel du restaurant avait vu les jumelles partir, mais ne savait pas où elles étaient allées. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de panique et d'incrédulité, tandis que Rachel fouillait frénétiquement chaque recoin de l'immense navire. L'équipage lança une alerte générale et lança une fouille exhaustive, ratissant les espaces communs, les clubs enfants, les piscines et les toilettes. Ils inspectèrent chaque cabine, y compris celles qui étaient verrouillées ou non attribuées. Des images de vidéosurveillance montraient les filles en train d'assister à un spectacle au bord de la piscine, mais une fois la foule dispersée, elles disparurent de la vue. Malgré des heures de visionnage de vidéosurveillance à travers le navire, aucune trace d'elles n'a été retrouvée. Après 24 heures sans nouvelles des jumelles, l'état du pavillon du navire fut prévenu. Les gardes-côtes américains et le FBI intervinrent.
Les autorités portuaires locales et la police du dernier quai du navire et des ports suivants furent informées. Une enquête officielle fut ouverte, comprenant des comptages, des confinements et des interrogatoires avec tous les passagers, qui durent présenter une pièce d'identité. Malgré des recherches approfondies, Emma et Millie restèrent introuvables. Certains passagers murmurèrent que les fillettes étaient tombées par-dessus bord, d'autres supposèrent qu'elles avaient été enlevées à l'accostage. La compagnie de croisière insista sur le respect de ces protocoles de sécurité, mais le fait était que 2 fillettes de 8 ans avaient disparu sans explication. Une heure s'écoula inaperçue, perdue dans le brouillard des pensées de Rachel. Un coup soudain à la porte la ramena au présent. Elle attrapa son sac de voyage et ouvrit la porte. L'inspecteur Alvarez se tenait là, l'air grave et pourtant calme. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-il doucement. Rachel hocha la tête et verrouilla sa portière derrière elle. Tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture de police banalisée, elle se prépara à ce qui allait arriver. Après 10 mois d'incertitude, elle allait affronter le pire cauchemar d'une mère ou peut-être trouver le premier véritable indice sur ce qui était arrivé à ses filles. Le vol vers la Caroline du Nord se déroula dans un silence intense. Rachel regardait par le petit hublot de l'avion, observant le paysage en contrebas passé de l'étalement urbain aux plaines côtières des Outer Banks. L'inspecteur Alvarez respectait son espace, consultant les notes de l'enquête sur sa tablette tout en jetant de temps en temps un coup d'œil dans sa direction pour s'assurer qu'elle tenait le coup. À leur arrivée, un agent local les accueillit à l'aéroport régional et les conduisit à un modeste poste de police près de la périphérie de la ville. Le bâtiment était fonctionnel, une structure en briques d'un seul étage, en retrait de la route, entouré de pins bercés par la brise côtière. Les éléments médico-légaux de l'île de Cracoc ont été envoyés ici, expliqua Alvarez alors qu'ils approchaient de l'entrée. C'est l'établissement le plus proche équipé pour traiter ce type de preuves. À l'intérieur, l'air était froid et aseptisé. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Un adjoint du shérif les guida à travers une série de couloirs jusqu'à une arrière-salle où étaient conservées les preuves. Alvarez arrêta Rachel d'une main douce sur son bras. « Je veux que tu te prépares. Ce que tu vas voir sera difficile, prévint-il. » Rachel hocha la tête, la gorge serrée. On leur distribua des masques et des blouses stériles à leur entrée dans la salle d'examen. Rachel remarqua un homme buriné d'une 50aine d'années, debout à l'écart, qui parlait doucement avec un officier. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, sa peau bronzée par des années passées au soleil. « Madame Marin, dit le shérif, voici Curtis Bannister, le pêcheur qui a trouvé la valise. » Curtis s'avança, son expression étant un mélange de sympathie et d'inconfort. « Je suis désolé pour votre perte, madame, dit-il d'une voix rauque. J'aurais aimé trouver autre chose ce jour-là. » Rachel parvint à acquiescer d'un signe de tête avant que son attention ne soit attirée vers le centre de la pièce. Là, sur une grande table en inox, se trouvait la valise. De taille moyenne, carrée, elle avait visiblement été soumise aux rigueurs de l'océan. Le tissu, autrefois bleu, avait pris une teinte grisâtre, ses coutures étant déformées et bombées par une longue exposition au sel et au soleil. Un médecin légiste se tenait à proximité, attendant leur accord avant de poursuivre. « Madame Marin, nous avons tout documenté tel que nous l'avons trouvé, » expliqua-t-il. « Je vais vous montrer le contenu. » Rachel se raidit et s'agrippa au bord d'un comptoir voisin tandis que l'examinateur soulevait délicatement le couvercle de la valise. Elle haleta, les larmes lui montant aux yeux, en regardant à l'intérieur. Les restes d'un petit enfant, dérivant pendant 10 mois au gré des courants marins, ont laissé un corps gonflé, décoloré et partiellement squelettique. Cependant, l'enfant avait été enveloppé dans plusieurs couches de vêtements qui ont conservé certains signes distinctifs. La victime semble être morte par asphyxie, a expliqué le médecin légiste. Il n'y a aucune trace de traumatisme contondant, ni de blessure par objet tranchant, ni de sang. Cela indique que la victime est probablement décédée rapidement et silencieusement. Mais Rachel l'entendit à peine, ses yeux étaient fixés sur le t-shirt rouge délavé de Minnie Mouse, le même que Millie portait ce jour-là, pendant la croisière. Sous les restes décomposés, on apercevait une paire de lunettes de natation bleues,
dont l'initiale, M, était encore légèrement visible sur le côté. C'est le t-shirt de Miliei, murmura Rachel d'une voix brisée. Ce sont ses lunettes. J'ai acheté des paires assorties pour les deux filles, mais Miliei avait un M et un R. Le médecin légiste acquiesça solennellement. Nous aimerions avoir votre autorisation pour prélever un échantillon d'ADN pour confirmation, mais compte tenu de votre identification de ses effets personnels. Oui, bien sûr, a accepté Rachel d'un ton hébété, mais je n'ai pas besoin d'ADN pour me dire que c'est ma fille. Le détective Alvarez a posé une main de soutien sur son épaule tandis que l'examinateur continuait de lui montrer un sac de preuves séparé. On a trouvé autre chose avec les restes, a-t-il dit. Un objet qui ne semble pas appartenir aux affaires d'un enfant. À l'intérieur du sac en plastique transparent se trouvait un briquet Zippo en argent, terni par l'eau de mer mais toujours intact. Les initiales, K, étaient gravées à sa surface. Ceci n'appartient pas à mes filles, confirma Rachel en étudiant le briquet à travers le plastique. Ils avaient 8 ans, ils n'auraient jamais eu un tel accident, a noté Alvarez. Une anomalie qui pourrait nous aider à identifier le coupable. Rachel se tourna vers le pêcheur. Monsieur Bannister, pouvez-vous me dire exactement comment vous avez trouvé cela? L'homme déplaça son poids d'un pied à l'autre. Je marchais le long de la plage près de chez moi, comme je le fais souvent le matin, et j'ai remarqué quelque chose qui avait été rejeté par la mer et qui ne ressemblait pas à des débris habituels. En m'approchant, j'ai senti une odeur, eh bien, ce n'était pas bon. Je l'ai ouvert juste assez pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai immédiatement appelé la police. Y avait-il autre chose, demanda Rachel, désespérée. Des signes de mon autre fille, vraiment? Bannister secoua la tête. Juste la valise, madame. Je suis désolé. Rachel se tourna vers le détective Alvarez. Pourquoi quelqu'un mettrait-il Millie dans une valise et la jetterait-il à l'océan s'il voulait s'en débarrasser? Elle peinait à trouver les mots. Pourquoi pas quelque chose qui coulerait? C'est une bonne question, intervint le shérif. Ce type de valise est fabriqué dans un matériau qui flotte lorsqu'il est immergé. Si le malfaiteur ne l'avait pas lestée correctement, elle aurait fini par remonter à la surface et dériver au gré des courants. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Rachel en regardant les officiers. Nous analysons tous les éléments, explique Alvarez. La valise elle-même est un modèle ancien aux caractéristiques particulières, peu de gens l'utilisent aujourd'hui. Nous allons retrouver son lieu de vente et tenter d'identifier son acquéreur, il en va de même pour le briquet Zippo. Le shérif a pointé du doigt l'étiquette de prix partiellement décollée au bas du briquet. On voit encore le logo d'un magasin ici. Il ne s'agit pas d'une grande chaîne que je connaisse, mais cela pourrait nous donner une piste. Rachel jeta un coup d'œil à l'autocollant, ressentant une lueur de reconnaissance. Ce motif me semble familier, mais je n'arrive pas à le situer. Puis-je prendre des photos? Demanda-t-elle en prenant déjà son téléphone. Bien sûr, acquiesça le shérif. Nous vous enverrons également des copies numériques de toutes les preuves, photos et rapports. Pendant que Rachel prenait des photos, Alvarez continuait à discuter de l'affaire avec les autorités locales. Grâce à ces conclusions, nous reclassons officiellement cette affaire de disparition en enquête pour homicide, a-t-il déclaré. Nous devrons à nouveau collaborer avec la compagnie de croisière, visionner toutes les images de sécurité et réinterroger le personnel clé qui travaillait ce jour-là. Nous devrons également cartographier la route du navire en fonction des courants océaniques afin de déterminer où la valise a pu être déposée. Le shérif hocha la tête. Notre équipe médico-légale terminera l'analyse des restes et de tous les objets trouvés dans la valise. Nous avons déjà commencé les tests ADN. Alvarez se tourna vers Rachel. Nous aimerions que vous restiez dans la région quelques jours. Nous aurons besoin de vos déclarations complémentaires au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Rachel essuya une larme sur sa joue et redressa ses épaules. Je comprends. Avant de partir, j'aimerais aller à la plage où la valise a été retrouvée. Alvarez a échangé des regards avec le shérif. Tu es sûr que c'est sage? J'ai besoin de voir ça, insista Rachel, la voix pleine de détermination.
Je dois rester là. Je dois être assez forte pour affronter ça si je veux un jour. Après un moment de réflexion, Alvarez hocha la tête. Très bien. Je t'accompagne. Je devrais aller voir les lieux moi-même, de toute façon. Je peux vous y emmener tous les deux, proposa Bannister. Mon bateau est amarré à proximité, et une partie de l'équipe d'enquête est encore sur place. Rachel hocha la tête avec gratitude. Merci. J'apprécierai. Le voyage jusqu'à l'île d'Ocracoke dura un peu moins d'1 heure en bateau. Rachel était assise à la proue, le visage plongé dans les embruns tandis que Curtis Bannister naviguait dans les eaux agitées séparant les îles barrières du continent. L'inspecteur Alvarez était assis à ses côtés, alternant entre appels téléphoniques pour tenir ses services au courant et observation attentive de Rachel. C'est juste là-bas, cria Bannister par-dessus le bruit du moteur, en désignant une portion de rivage plus loin. C'est là que je l'ai trouvé. À leur approche, Rachel aperçut une petite foule rassemblée sur la plage. Un ruban jaune de police délimitait une zone de sable, et plusieurs policiers en uniforme sillonnaient la zone méthodiquement, prenant des photos et des mesures. Un car de presse était garé sur une route d'accès proche, un journaliste et un caméraman se tenant à distance respectueuse du cordon de police. Bannister guida habilement le bateau vers un petit quai s'étendant depuis la rive. Une fois amarré, il aida Rachel et l'inspecteur Alvarez à débarquer sur les planches de bois usées par les intempéries. Par ici, dit-il en les conduisant sur le quai et sur la plage. Le sable était frais sous les pieds de Rachel. Alors qu'ils approchaient de la zone bouclée, un agent souleva le ruban pour leur permettre l'accès, faisant un signe de tête à l'inspecteur Alvarez. « Madame Marin, dit solennellement l'officier, nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. » Rachel le salua d'un léger hochement de tête, les yeux fixés sur le creux dans le sable où la valise avait été retrouvée. Bien que la valise elle-même ait été retirée, les enquêteurs avaient préservé le site pour recueillir d'autres preuves. Juste ici, dit Bannister en s'arrêtant au bord de la dépression. C'est exactement là que je l'ai trouvé. La marée descendait, et il avait été laissé sur le sable. Rachel fixait l'endroit, essayant de comprendre que cette magnifique étendue de plage isolée était l'endroit où les restes de sa fille avaient reposé après 10 mois de dérive. Elle s'accroupit, ses doigts s'enfonçant dans le sable frais et humide. Il doit y avoir d'autres preuves, murmura-t-elle en tamisant les grains entre ses doigts. Quelque chose d'autre qui pourrait nous dire où elle est. Le détective Alvarez s'agenouilla à côté d'elle, posant doucement une main sur son épaule. L'équipe médico-légale a été très minutieuse, Rachel. C'est une piste importante après 10 mois de recherche. Nous en trouverons d'autres. À quelques mètres de là, la journaliste avait remarqué leur arrivée et parlait d'un ton pressant à son caméraman. Alvarez les aperçut et fronça les sourcils. « Laissez-moi m'occuper de la presse, dit-il en se levant. Prenez un instant. » Alors qu'Alvarez s'approchait pour parler au journaliste, Bannister resta avec Rachel. « Il y a un hébergement pas loin d'ici, dit-il après un moment de silence respectueux. Un petit complexe hôtelier où vous pourriez passer la nuit avant de repartir pour le continent demain. Le propriétaire est juste là, d'ailleurs. » Il fit un signe de tête en direction d'un homme d'âge moyen qui se tenait avec les autres spectateurs au-delà du cordon de police. Rachel s'essuya les yeux et se leva. « Je pense que j'aimerais ça, je ne veux pas partir tout de suite. »« Je comprends, » dit Bannister avec gentillesse. « Quand mon fils a disparu dans un accident de bateau il y a 5 ans, je n'ai pas pu quitter le port pendant des semaines. Parfois, il faut être près du dernier endroit où ils étaient. » Rachel le regarda avec une compréhension soudaine. « L'as-tu déjà trouvé ?» Bannister secoua la tête. « La mère garde ses secrets, mais au moins je sais où aller quand je veux lui parler. » Alvarez revint. Rachel lui fit part de son intention de passer la nuit. Il hocha la tête d'un air pensif. « D'accord, mais je vais assigner un agent pour vous protéger jusqu'à ce que nous en sachions plus sur ce qui est arrivé à vos filles. Nous devons être prudents. » Il appela une policière qui participait à l'enquête. « L'agente Martinez vous accompagnera jusqu'aux cabines et passera la nuit avec vous. » Rachel le remercia,
puis laissa Bannister la présenter au propriétaire du chalet, un homme sympathique nommé Greg Harrison, qui lui exprima sa profonde sympathie et lui assura qu'ils avaient beaucoup d'espace. Ce n'est pas encore la saison touristique, expliqua Harrison alors qu'il parcourait la courte distance jusqu'au groupe de chalets en bord de mer, vous aurez toute l'intimité dont vous avez besoin. La cabine était simple mais propre, une chambre simple avec un lit queen size, une petite kitchenette et une salle de bain. Une véranda couverte faisait face à l'océan, avec 2 chaises adirondaques disposées pour observer les vagues. Après avoir installé ses affaires à l'intérieur, Rachel se sentit attirée par la véranda. L'agent Martinez prit discrètement position à proximité, lui laissant de l'espace tout en maintenant sa surveillance protectrice. Une jeune serveuse apporta à Rachel une tasse de café, la lui offrant avec un sourire compatissant. Un verre de bienvenue, offert par la maison. Je suis vraiment désolé pour votre fille. Rachel accepta la tasse en murmurant des remerciements, enveloppant sa chaleur de ses doigts glacés, tandis qu'elle regardait les vagues s'écraser sur le rivage. Cet océan qui avait porté le corps de milliers jusqu'à cette plage poursuivait son rythme éternel, indifférent aux tragédies humaines. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Rachel remarqua du mouvement dans la cabine juste en face de la sienne. Un homme en sortit, vérifiant ses poches comme pour s'assurer d'avoir tout ce qu'il fallait avant le départ. Il posa son sac sur la petite table devant sa porte, le verrouilla, puis se dirigea vers le bureau principal du complexe. Rachel remarqua qu'il avait laissé quelque chose sur la table basse, un petit objet métallique éclairé par le soleil de fin d'après-midi. Curieuse, elle s'approcha pour vérifier et trouva un paquet de cigarettes et un briquet. Elle les ramassa, retournant le briquet dans sa main, au-dessous se trouvait une étiquette de prix avec le logo du magasin, identique à l'étiquette partielle du briquet utilisé comme preuve. Rachel sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur de l'air. Voyant l'homme se diriger toujours vers la réception, elle se précipita pour le rattraper, un briquet à la main. « Excusez-moi » lança-t-elle. « Vous aviez oublié ça. » L'homme se retourna, surpris, puis sourit en voyant le briquet et son paquet de cigarettes. « Merci. Je l'aurais raté, c'est sûr. » Alors qu'il les lui prenait, Rachel désigna l'autocollant. « Si ça ne te dérange pas, où as-tu trouvé ça? Je collectionne les briquets vintage et je cherchais cette marque. » « Oh, ça vient d'un petit kiosque à journaux de Greenville, » répondit-il. « C'est un petit magasin, mais ils ont plein de trucs et astuces. » « Est-ce que ça a un nom? » demanda Rachel, essayant de garder un ton décontracté. « Carnes Corner News, » dit-il. « Je crois que c'est dirigé par un vieux type qui a toujours des affaires à faire. » « Pourquoi? Tu es du coin? » « Non, mais il y a un magasin similaire à Charlottesville, en Virginie, où j'habite, » dit Rachel, le cœur battant la chamade. « C'est peut-être la même chaîne. » Avant que l'homme ne puisse répondre, un membre du personnel s'est approché d'eux portant une valise carrée identique à celle trouvée sur la plage. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir laisser ça? Nous l'avons trouvé dans votre cabine. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent tandis qu'elle fixait la valise. Elle est de la même couleur, du même style et de la même taille que celle qui contenait les restes de Millet. Où as-tu trouvé ça? La question jaillit d'elle avant qu'elle puisse s'en empêcher. L'homme rit. Au même endroit que le briquet. En fait, le propriétaire du kiosque à Greenville me l'a vendu pour une bouchée de pain quand je l'ai acheté. Je l'ai utilisé une fois et la poignée est déjà cassée ou une vraie camelote. J'aurais pas dû gaspiller mon argent. Est-ce que... Rachel déglutit difficilement, ça te dérangerait si je l'avais? Je sais que ça paraît bizarre, mais, prends-le, dit l'homme avec un geste dédaigneux. Ça m'épargnerait la peine de m'en débarrasser. Merci, dit Rachel. Puis-je vous demander votre nom et vos coordonnées? Je vous remercie comme il se doit. L'homme parut un peu confus, mais donna ses coordonnées. Je m'appelle Jeff Thornton. Puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez tant à mes vieux trucs? Rachel prit une grande inspiration. Je suis ici avec la police, j'enquête sur la disparition de mes filles. L'une d'elles a été retrouvée dans une valise exactement comme celle-ci.
L'expression de Thornton passa de la confusion à l'horreur. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je n'en savais rien. Il secoua la tête. J'espère qu'ils trouveront celui qui a fait ça. Si je peux faire autre chose pour aider. Merci pour l'information sur le kiosque, dit Rachel. Cela pourrait être plus utile que vous ne le pensez. Alors que Thornton partait prendre son ferry pour le continent, Rachel retourna à sa cabine avec la valise cassée, l'esprit bourdonnant d'idées. L'agent Martinez l'observa avec curiosité, mais ne posa aucune question. Rachel posa la valise et attrapa son téléphone, les doigts légèrement tremblants, tandis qu'elle composait le numéro de l'inspecteur Alvarez. « Je ne suis pas encore parti », confirma l'inspecteur Alvarez à l'appel de Rachel. « Que se passe-t-il » Rachel expliqua rapidement l'histoire du briquet et de la valise du touriste, ainsi que le lien avec un kiosque à journaux de Greenville. « Je dois te montrer ça immédiatement. »« Reste où tu es, » ordonna Alvarez. « Je viendrai à toi. » 15 minutes plus tard, Rachel se tenait sur le rivage, l'agent Martinez l'attendant tandis qu'Alvarez approchait du complexe hôtelier. L'inspecteur était plongé dans une conversation avec Curtis Bannister, qu'il avait apparemment rejoint après leur départ. À leur arrivée, Rachel aperçut au loin le car de presse qui s'éloignait, le journaliste ayant apparemment terminé son reportage du jour. « Montre-moi ce que tu as trouvé », dit Alvarez sans préambule. Rachel le ramena à sa cabine, lui montra la valise et lui décrivit le briquet avec son prix affiché. L'homme avait dit avoir acheté les 2 articles dans un kiosque à journaux de Greenville, le Carnes Corner News. L'expression d'Alvarez s'accentua. Carnes ? C'est intéressant. Il prit sa radio et contacta la station. J'ai besoin de toutes les informations disponibles sur une entreprise appelée Carnes Corner News à Greenville, nom du propriétaire, adresse, historique de l'entreprise, tout. En attendant les informations, Rachel expliqua que le touriste, Jeff Thornton, avait décrit le propriétaire comme un homme d'un certain âge, toujours en quête de bonnes affaires. Si la valise correspond à celle dans laquelle Millie a été trouvée, dit Rachel, et que le briquet porte le même autocollant que celui portant ses initiales, KE, ce n'est pas une coïncidence. Alvarez acquiesça, examinant attentivement la valise. Cela pourrait être la pause dont nous avions besoin. La radio crépitait. Inspecteur Alvarez, nous avons cette information pour vous. Carnes Corner News appartient à Douglas Carne, 57 ans. L'entreprise possède 3 points de vente, le principal à Greenville, un à Charlotte et un nouveau qui ouvrira à Virginia Beach le mois prochain. Je vous envoie immédiatement l'adresse de Greenville et celle du domicile de Carne. Alvarez consulta son téléphone tandis que l'information arrivait. C'est la fin de l'après-midi, mais il fait encore un peu jour. Allons voir ce kiosque. Ils embarquèrent sur le bateau de police avec les agents Martinez et Bannister, qui proposèrent de les guider jusqu'au continent. Le voyage de retour leur sembla plus rapide, l'urgence les poussant à avancer tandis que le soleil poursuivait sa descente vers l'ouest. Une fois sur le continent, Alvarez a réquisitionné un véhicule de police et ils se rendirent directement à l'adresse indiquée pour le Carnes Corner News. Le kiosque était un petit bâtiment isolé sur le parking d'un centre commercial, le genre d'endroit où l'on vendait journaux, magazines, billets de loterie et un assortiment de produits de première nécessité. Un homme mince d'une trentaine d'années se tenait derrière le comptoir, disposant un étalage de cigarettes. Il leva les yeux à leur entrée, l'air neutre. « Puis-je vous aider ?»« On ferme bientôt, » dit-il. Alvarez a montré son badge. Inspecteur Alvarez, police d'État de Virginie. Êtes-vous le propriétaire de cet établissement? L'homme secoua la tête. Non, monsieur, je travaille ici. Monsieur Carne est le propriétaire. Il est là, demanda Alvarez. Non, il est rarement là. Il se déplace d'un endroit à l'autre, passant peut-être une fois par semaine à chaque fois. Avez-vous ses coordonnées? L'employé hésita. Bien sûr, je suppose. Il fouilla sous le comptoir et sortit une carte de visite avec son numéro de téléphone et son adresse.
Vous vendez des briquets Zippo ici, demanda Rachel en s'avançant. Le vendeur hocha la tête et désigna une petite vitrine près de la caisse. Juste là. J'ai quelques styles différents. Rachel et Alvarez examinèrent les briquets. Ils étaient identiques à celui trouvé chez Milly, avec juste un motif différent et sans initiale. Alvarez montra au commis une photo du briquet utilisé comme preuve sur son téléphone. Avez-vous déjà vu ce briquet-là? Il porte les initiales, K, gravées dessus. Le vendeur plissa les yeux en regardant l'image. On en vend beaucoup, et les clients les font parfois graver après l'achat, mais oui, on dirait le nôtre. Même marque, même modèle. Et les valises, insista Rachel. Vous en vendez aussi ici? Le vendeur parut perplexe. Non, madame. Nous sommes un kiosque à journaux, pas une bagagerie. Rachel échangea un regard avec Alvarez. Le touriste a dit qu'il avait acheté la valise ici. Le vendeur haussa les épaules. Peut-être que Monsieur Carn lui a vendu un de ses objets personnels, il lui arrive d'apporter des objets bizarres à vendre à côté. Je ne pose pas de questions. Merci pour votre aide, dit Alvarez en prenant la carte de visite. Si Monsieur Carn vient, ne mentionnez pas notre visite. C'est important pour notre enquête. De retour en voiture, Rachel suggéra, allons faire un tour chez Carn. On pourrait peut-être jeter un œil au lieu pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Alvarez hocha la tête. On peut faire une perquisition, mais je n'ai pas encore de mandat pour perquisitionner la propriété. Il nous faudrait davantage de preuves pour en obtenir un. Ils traversèrent un quartier résidentiel calme, composé de maisons modestes de plain-pied avec des jardins bien entretenus. En approchant de l'adresse indiquée pour Douglas Carn, ils ralentirent et observèrent la propriété de l'autre côté de la rue. La maison était banale, un bungalow jaune pâle aux boiseries blanches et à la pelouse impeccablement tondue. Une voiture était garée dans l'allée, sa plaque d'immatriculation partiellement visible. « Regardez ça », dit soudain Rachel en pointant du doigt. Les premières lettres sont des K, et les deux dernières sont K. Alvarez fronça les sourcils. C'est intéressant, mais on ne peut pas faire de suppositions. DK pourrait être l'abréviation de Douglas Carn, mais le K final pourrait être une coïncidence. Ils sont restés assis à observer la maison pendant plusieurs minutes, mais il n'y avait aucun mouvement ni signe d'activité à l'intérieur. Je pense qu'on devrait retourner au commissariat, finit par décider Alvarez. Il faut se coordonner avec les autorités locales et élaborer une stratégie. Si Carn est impliqué dans ce qui est arrivé à vos filles, il faut être stratégique. Rachel hocha la tête à contre-cœur. Je suis épuisé de toute façon. Pourriez-vous me déposer à la gare maritime? Je retourne au chalet pour ce soir, je préfère ne pas prendre le ferry. Alvarez a dit, l'agent Martinez peut vous ramener dans le bateau de police. C'est plus sûr et plus discret. Ils se rendirent au port, où l'agent Martinez attendait avec le bateau. Alors qu'ils approchaient du quai, Rachel saisit soudain le bras d'Alvarez. Cette voiture, s'exclama-t-elle en désignant un véhicule qui faisait la queue pour le ferry. Elle a la même plaque d'immatriculation, DKKE. Alvarez suivit son regard, son expression sérieuse lorsqu'il aperçut la voiture à travers la lunette arrière teintée. Il distinguait à peine les silhouettes à l'intérieur, un adulte et ce qui semblait être un enfant sur la banquette arrière. Cela pourrait être n'importe qui, a averti Alvarez. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais Rachel se dirigeait déjà vers la ligne de ferry, attirée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. Je veux juste voir qui est à l'intérieur, a-t-elle répondu. Rachel, attends. Alvarez se précipita à sa suite, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle avait atteint l'agent de contrôle qui vérifiait chaque véhicule avant de l'autoriser à monter sur le ferry. En approchant, elle vit la vitre du conducteur baissée pour présenter les billets à l'agent. Sur la banquette arrière était assis un enfant avec une femme adulte. L'enfant semblait agité, se tortillant contre le bras de la femme qui la retenait. À cette distance, Rachel ne pouvait pas distinguer clairement le visage de l'enfant, mais quelque chose dans le profil et la couleur des cheveux de la jeune fille déclencha une reconnaissance viscérale.
Rayleigh, murmura-t-elle, le cœur battant. C'est Rayleigh. L'inspecteur Alvarez la rattrapa et lui prit le bras. On ne peut pas s'approcher de véhicules au hasard. On n'a pas assez de preuves. C'est elle, insista Rachel en se dégageant de son emprise. J'ai vu son visage, juste une seconde. C'est ma fille. Alvarez hésita, puis fit un signe de tête à l'agent Martinez. Restez avec Rachel. Je vais parler à l'agent du ferry. Il s'approcha du guichet et discuta doucement avec l'agent qui contrôlait les véhicules. Les deux hommes jetèrent un coup d'œil vers la voiture immatriculée des KKE, à 3 véhicules de l'embarquement. Après une brève conversation, Alvarez retourna vers Rachel. Ils vont faire un deuxième contrôle sur cette voiture, juste pour être sûr. Rachel observa avec anxiété la file de voitures avancer lentement. Lorsque le véhicule ciblé atteignit le poste de contrôle, l'agent du ferry lui fit signe de se ranger pour une vérification supplémentaire. À travers la vitre teintée, Rachel aperçut le conducteur qui parlait avec animation au téléphone. Soudain, les portières s'ouvrirent brusquement. Un homme d'une 50aine d'années émergea du côté conducteur, tandis qu'une femme d'une 30aine d'années descendait de l'arrière, tirant une jeune fille avec elle. « C'est eux », s'écria Rachel. « C'est vraiment eux. » Le trio commença à slalomer entre les voitures en attente, l'homme ouvrant la marche tandis que la femme traînait l'enfant réticente derrière elle. Alvarez appela immédiatement des renforts par radio, d'une voix aiguë et pressante. Des suspects fuient à pied au terminal ferry d'Ocracoke. Les victimes d'enlèvement possibles sont un homme adulte, une femme adulte et une fillette d'environ 8 ans. Demandez une assistance immédiate et établissez un périmètre de sécurité. L'officier du port a également appelé par radio pour renforcer la sécurité. Alvarez s'est tourné vers Rachel et lui a dit, « Restez avec l'officier Martinez. Nous ne pouvons pas prendre le risque que vous soyez blessé. » Avant que Rachel ne puisse protester, Alvarez sprintait vers les suspects en fuite, sortant son arme mais la gardant baissée. « Police! Arrêtez où vous êtes » a-t-il crié. L'homme se retourna, aperçut Alvarez et redoubla d'efforts, criant quelque chose à la femme que Rachel ne put entendre. En quelques minutes, le terminal du ferry sombra dans un chaos contrôlé. Des voitures de police convergèrent sur les lieux, bloquant les sorties, tandis que des agents à pied poursuivaient les suspects en fuite. Les passagers attendant le ferry furent dirigés vers des zones sécurisées et le chargement fut interrompu. Rachel et l'agent Martinez ont observé de loin le filet se refermer sur les suspects. L'homme a été plaqué au sol par 2 agents alors qu'il tentait d'escalader une clôture de sécurité. La femme, toujours agrippée au poignet de l'enfant, a tenté de se faufiler entre les voitures garées, mais a été rapidement encerclée par la police, arme au poing. « Lâchez la fillette » ordonna un officier. La femme hésita, puis relâcha son emprise. L'enfant se dégagea aussitôt, regardant frénétiquement autour d'elle jusqu'à ce que son regard se pose sur Rachel. Même de loin, il était évident que la fillette la reconnaissait. « Maman » cria-t-elle. Rachel se libéra de l'agent Martinez et courut vers sa fille, la rejoignant à mi-chemin du parking. Elle tomba à genoux, serrant Rayleigh dans ses bras avec un sanglot de soulagement et d'incrédulité. « Rayleigh, oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en serrant sa fille fort contre elle, sentant son corps mince trembler contre le sien. Rayleigh s'accrochait à sa mère, sanglotant de manière incohérente, ses paroles étouffées contre l'épaule de Rachel. Alvarez s'approcha d'eux, l'air mêlé de soulagement et d'inquiétude professionnelle. « Nous les avons tous les deux en garde à vue, dit-il doucement. Rachel, il faut que Rayleigh et toi soyez en sécurité pendant que nous interrogeons les suspects. » Rachel hocha la tête, refusant de lâcher sa fille. « Qui sont-ils » parvint-elle à demander. « Leurs papiers les identifient comme étant Douglas Carn et Cathy Evans, répondit Alvarez. Mari et femme, d'après leurs papiers. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Cathy Evans, les initiales sur le briquet. Alvarez hocha la tête d'un air sombre. Nous avons saisi leur véhicule et sommes en train d'obtenir un mandat de perquisition. L'inspection préliminaire révèle plusieurs valises dans le coffre et des objets inquiétants sur la banquette arrière.
Rachel baissa les yeux vers Riley, la voyant vraiment pour la première fois depuis leur retrouvaille. La fillette était effroyablement maigre, sa peau autrefois claire, anormalement bronzée, comme assombrie artificiellement. Ses cheveux avaient été coupés plus courts que Rachel ne l'avait jamais fait, et son regard exprimait une lassitude qu'aucune enfant de 8 ans ne devrait avoir. Elle a besoin de soins médicaux, a déclaré Rachel. Une ambulance est déjà en route, lui assura Alvarez. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent et commencèrent à examiner Riley, qui refusait de lâcher la main de sa mère. La fillette tressaillit sous la lumière vive de la lampe stylo que l'ambulancier utilisait pour examiner ses pupilles, détournant le visage en gémissant. « S'il vous plaît, arrêtez de prendre des photos, murmura-t-elle. Rachel échangea un regard inquiet avec Alvarez, qui nota le commentaire. Pendant ce temps, les policiers qui fouillaient la voiture des suspects en sortirent, l'air sombre. L'un d'eux s'approcha d'Alvarez à voix basse. « Nous avons trouvé 2 boîtes de magazines illégaux dans le coffre, a rapporté l'agent. Du matériel destiné aux enfants et des seringues contenant ce qui semble être un sédatif sur la banquette arrière. On dirait qu'il s'apprêtait à la droguer avant de monter à bord du ferry. » La mâchoire d'Alvarez se serra. « Appelez immédiatement la police scientifique. Documentez tout. » Rachel en entendit suffisamment pour comprendre ce qu'ils avaient découvert. Son chagrin pour Millie se transforma en une rage infernale lorsqu'elle vit Carn et Evans être placés dans des voitures de police séparées. Elle s'avança brièvement vers Carn tandis que les agents l'attachaient à l'intérieur du véhicule. « Espèce de monstre, hurla-t-elle. Tu n'as pas seulement fait passer tes sales magazines en contrebande, tu as assassiné ma fille. Tu as assassiné Millie. » Carn leva les yeux, son expression étant étrangement calme. « Je ne voulais pas tuer l'autre, dit-il d'un ton neutre. Je voulais les garder tous les deux, mais mon partenaire a renoncé. Je ne pouvais pas m'occuper seul de 2 enfants sans me faire prendre. J'ai dû faire un choix. » Rachel se précipita vers lui, mais Alvarez la rattrapa et la tira en arrière. « Gardez-le pour la station, » gronda-t-il au suspect tandis que les voitures de patrouille s'éloignaient. « Vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de l'utiliser. » Alors que les véhicules s'éloignaient, les ambulanciers se sont approchés avec des nouvelles de Riley. « Elle a été droguée avec un léger sédatif, » a rapporté l'un d'eux, et présente des signes de malnutrition et de violence physique. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Pour la transporter immédiatement à l'hôpital pour un examen et un traitement complet, Rachel hocha la tête et retourna aux côtés de sa fille. « Je viens avec elle, » dit-elle à Alvarez. Bien sûr, il accepta. « Je te retrouverai à l'hôpital après l'interrogatoire des suspects. » Ce n'est que le début, Rachel. Nous aurons besoin de vos déclarations à tous les 2 quand son état sera stable. Rachel monta dans l'ambulance aux côtés de sa fille, lui tenant la main tandis que le véhicule démarrait, sirène hurlante. Malgré l'horreur de la découverte et le chagrin de la mort confirmée de Millie, Rachel ressentit une immense gratitude qu'au moins une de ses filles ait été retrouvée vivante. « C'est fini, Riley, » murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa fille. « Tu es en sécurité maintenant. Ils ne peuvent plus te faire de mal. » L'éclairage fluorescent intense du couloir de l'hôpital faisait mal aux yeux de Rachel tandis qu'elle arpentait la salle d'urgence. L'agent Martinez restait à proximité, surveillant Rachel et l'entrée de l'hôpital. Une infirmière avait gentiment mais fermement demandé à Rachel d'attendre dehors pendant que l'équipe médicale procédait à un premier examen de sa fille. Bien qu'elle fût profondément attristée d'être séparée si tôt après l'avoir trouvée, Rachel comprenait qu'ils avaient besoin d'espace pour documenter correctement l'état de Riley. « Madame Marin, » dit l'infirmière qui était présente sur le seuil. « Vous pouvez entrer. » Rachel se précipita dans la chambre, où Riley était allongé sur un lit d'hôpital, paraissant encore plus petit et fragile sur les draps blancs. Une perfusion lui administrait un liquide clair dans le bras, et un médecin prenait des notes sur un dossier à proximité. « Maman », murmura Riley en tendant sa main libre. Rachel le prit doucement, veillant à ne pas déranger la perfusion. « Je suis là, mon cœur. Je ne vais nulle part. » Le médecin,
une femme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant et à l'expression sérieuse, s'approcha d'eux. « Madame Marin, je suis le docteur Patel. J'ai terminé mon examen initial de Raleigh. »« Comment va-t-elle » demanda Rachel, la voix tendue par l'anxiété. L'expression du docteur Patel était grave. Raleigh souffre de malnutrition, son poids est nettement inférieur à celui de son âge. Elle présente de multiples ecchymoses sur le dos et les jambes, signe d'une discipline physique, probablement causée par un objet fin et flexible comme un bâton de rotin ou une ceinture fine. Rachel grimaça et serra doucement la main de Raleigh. Il y a aussi des marques sur ses poignets et ses chevilles, a poursuivi le docteur Patel, baissant la voix, comme si Raleigh semblait à moitié endormie à cause des médicaments qu'on lui avait administrés. Elle semble extrêmement sensible aux lumières vives et aux flashs d'appareils photo, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle soit fréquemment photographiée. Au vu de ses réactions lors de notre examen et de certains de ses commentaires, je crains qu'elle n'ait servi de modèle pour des photos inappropriées. Rachel ferma brièvement les yeux, luttant contre les larmes. Quel est le plan de traitement ? Nous commencerons par traiter la malnutrition grâce à une nutrition rigoureusement surveillée. Les sédatifs présents dans son organisme devraient être métabolisés en 24 heures. Physiquement, elle devrait récupérer assez vite avec des soins appropriés. Le traumatisme psychologique, en revanche. La voix du docteur Patel s'éteignit. Elle aura besoin d'une thérapie spécialisée. Madame Marin, ce genre d'expérience laisse des cicatrices profondes. Rachel hocha la tête, la détermination s'installant dans son visage. Elle obtiendra tout ce dont elle a besoin, quoi qu'il en coûte. Le docteur Patel lui serra l'épaule pour la réconforter. C'est une fille forte d'avoir survécu à ça, et votre présence fera toute la différence dans son rétablissement. Après le départ du médecin, Rachel approcha une chaise du lit de Raleigh et s'assit, tenant doucement la main de sa fille. Raleigh s'endormait par intermittence, marmonnant parfois des mots que Rachel ne comprenait pas. Les heures passèrent ainsi, les infirmières allant et venant, vérifiant les constantes vitales et ajustant sa perfusion. De l'autre côté de la fenêtre, la nuit était tombée lorsque l'inspecteur Alvarez apparut dans l'embrasure de la porte. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement, remarquant la silhouette endormie de Raleigh. Rachel lui fit signe de la rejoindre dans le couloir. « Physiquement, elle se rétablira, dit-elle une fois dehors. Émotionnellement, la route sera longue. » Alvarez hocha la tête d'un air sombre. « J'ai des nouvelles de l'interrogatoire. Carn ne parle pas beaucoup, mais Evans coopère. Elle cherche à conclure un accord. »« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda Rachel. « Beaucoup, » dit Alvarez en se frottant les yeux fatigués. Carn et Evans n'agissaient pas seuls, ils faisaient partie d'une organisation plus vaste qui produisait et distribuait des magazines illégaux mettant en scène des enfants. Carn fournissait les enfants, et d'autres s'occupaient de la production. Rachel se sentit mal. De combien d'enfants parlons-nous ? D'après la déclaration d'Evans, nous pensons qu'au moins 10 autres personnes sont actuellement détenues dans une propriété appartenant à Carn sous un autre nom. Nos équipes se déplacent actuellement sur place. Et mes filles ? Comment a-t-il pu les rejoindre pendant la croisière ? Alvarez soupira lourdement. Selon Evans, Carn était monté à bord du navire sous un faux nom, utilisant une carte prépayée et une adresse email jetable. Il s'était fait passer pour un membre de l'équipe de maintenance du navire en volant un uniforme dans un placard au début du voyage. Il avait également utilisé un petit appareil électronique pour désactiver temporairement la caméra de sécurité près de l'endroit où il emmenait les filles. Rachel s'appuya contre le mur, essayant de digérer cette information. Mais comment a-t-il réussi à les convaincre de l'accompagner ? Mes filles savaient qu'il ne fallait pas aller avec des inconnus. Evans raconta qu'elle les avait observés plus tôt pendant la croisière. Elle les avait vus profiter d'un spectacle de magie et en avait profité. Lorsqu'il les avait rencontrés seuls, il avait réalisé un tour de cartes simple appris en observant le magicien du navire. Une fois leur confiance gagnée, il les avait conduits dans un couloir réservé à l'équipage, où il y avait moins de caméras. Rachel ferma les yeux, imaginant ses filles confiantes suivre un homme gentil qui leur montrait des tours de magie. Emily,
Que lui est-il arrivé? Le visage d'Alvarez s'assombrit. Evans n'était pas là pour cette partie, mais d'après ce que Carn lui raconta plus tard, il avait initialement prévu de prendre les deux filles. Son partenaire de l'époque, et non Evans, s'est rétracté lorsqu'il a réalisé qu'elles étaient jumelles. Apparemment, garder deux enfants aurait été trop risqué et compliqué. Alors, qu'est-ce que Carn a fait à Millie? Alvarez marqua une pause. Il a étouffé Millie sans résistance, sans sang, sans bruit. Il l'a enveloppée dans ses vêtements, l'a placée dans la valise et l'a jetée par-dessus bord cette nuit-là, depuis un pont non sécurisé où l'on jette parfois des déchets. Rachel porta une main à sa bouche, luttant contre un sanglot. Et comment l'a-t-il fait descendre du navire? Il l'a gardée cachée dans la salle de bain de sa cabine jusqu'à leur arrivée à Key West le lendemain matin. Il l'a droguée juste assez pour la rendre docile mais réceptive, et la menacer au sujet de Millie. À leur débarquement, il s'est déguisé aux lunettes de soleil, fausse barbe, vêtements différents et est sorti au petit matin, au moment où l'attention se portait principalement sur les familles avec enfants. Alvarez a poursuivi, selon Evans, Carn avait préparé de faux documents pour elle. Ils l'ont déplacée de Key West à travers la Floride, puis jusqu'en Caroline du Nord, pour éviter d'être repérée. Rachel secoua la tête, incrédule. Étions-nous en Virginie avant ça? Nous traquait-il avant la croisière? Evans a confirmé que Carn voyageait souvent et avait mentionné avoir vu de magnifiques jumelles en Virginie, parfaites pour leur prochaine croisière. Nous pensons qu'il vous a peut-être repéré, vous et vos filles, avant la croisière et qu'il avait planifié cela spécialement. Rachel sentit un frisson la parcourir. Et le briquet avec le cas dessus? Était-ce intentionnel ou juste une coïncidence? Apparemment, dit Alvarez, c'est son briquet personnel qui s'est retrouvé parmi les affaires de Millie alors que Carn se dépêchait de se débarrasser du corps. Elle le cherchait depuis des mois. Rachel jeta un coup d'œil à la chambre d'hôpital où dormait Raleigh. Il faut s'assurer qu'il ne sorte jamais, et tous ces magazines, ils doivent être détruits. Ces enfants ne méritent pas que leur traumatisme circule éternellement. Alvarez hocha fermement la tête. Nous travaillons actuellement avec les autorités fédérales. C'est plus qu'une simple affaire, mais je vous promets que Carn et Evans paieront pour ce qu'ils ont fait à votre famille. Il posa une main réconfortante sur son épaule. Tu devrais te reposer. On aura besoin de toi au maximum de tes forces à son réveil. Rachel hocha la tête, l'épuisement la rattrapant enfin. Merci, inspecteur. Pour tout. Alors qu'Alvarez partait, Rachel retourna au chevet de Raleigh, s'installant dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital pour ce qui allait probablement être une longue nuit. Malgré l'horreur de ce qu'elle venait d'apprendre, elle ressentait une satisfaction profonde à l'idée que les coupables aient été arrêtés et une lueur d'espoir que sa fille survivante soit enfin en sécurité. La lumière du soleil du petit matin filtrait à travers les fins rideaux de l'hôpital tandis que Rachel se réveillait en clignant des yeux, le coup raide d'avoir dormi sur la chaise à côté du lit. Un moment de désorientation la déstabilisa, elle ne se souvenait plus où elle était. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Elle se redressa rapidement, vérifiant l'état de sa fille, qui dormait encore et paraissait légèrement moins pâle que la veille. La perfusion avait été remplacée pendant la nuit, et un plateau contenant un petit déjeuner hospitalier fade était posé sur la table d'appoint, intact. Un léger coup frappé à la porte attira son attention. Une infirmière entra, suivie du docteur Patel. « Bonjour », dit doucement le docteur Patel. « Comment a-t-elle dormi ?» a demandé l'infirmière. « Agitée », répondit Rachel. Elle faisait des cauchemars et parlait sans arrêt dans son sommeil. Le docteur Patel hocha la tête en examinant le dossier de Rachel. « C'est normal. Les sédatifs qu'on lui administrait commencent à disparaître. Nous aimerions effectuer des examens complémentaires aujourd'hui, avec votre permission. » Bien sûr, acquiesça Rachel. Tout ce dont elle a besoin. Alors que le médecin poursuivait son examen, l'agent Martinez est apparu dans l'embrasure de la porte, comme si elle aussi avait passé une nuit inconfortable sur une chaise. « Madame Marin, dit-elle, l'inspecteur Alvarez a appelé. Il est en route pour nous donner des nouvelles. »
Rachel hocha la tête avec gratitude. Merci d'être restée toute la nuit. Je fais juste mon travail, madame, esquissa Martinez avec un sourire las. Même si je dois admettre que je n'ai jamais vu un cas pareil depuis toutes mes années dans la police. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir retrouvé votre fille vivante après tout ce temps. Rachel baissa les yeux vers son enfant endormi. Si j'avais eu de la chance, je n'aurais perdu aucune de mes filles. L'expression de Martinez s'adoucit. Je suis désolé, c'était insensible de ma part. Non, soupira Rachel. Tu as raison, d'une certaine manière. Beaucoup de parents n'arrivent jamais à tourner la page, ne retrouvent jamais leurs enfants disparus. Au moins, je la soutiens, et je sais ce qui est arrivé à Millie. Sa voix se brisa légèrement. C'est une malchance, mais c'est déjà ça. Le docteur Patel a terminé son examen et s'est tourné vers Rachel. Ses signes vitaux s'améliorent. Les analyses de laboratoire montrent que les sédatifs sont en train d'être éliminés de son organisme, mais elle souffre toujours de malnutrition sévère. Nous allons commencer un régime alimentaire étroitement surveillé dès aujourd'hui. Quand puis-je la ramener à la maison, demanda Rachel. Pas avant quelques jours au moins, répondit le docteur Patel. Nous devons la stabiliser physiquement et commencer une évaluation psychologique avant sa sortie. Même dans ce cas, elle aura besoin de soins continus. Rachel hocha la tête, acceptant le long chemin à parcourir. Environ 1 heure plus tard, sa fille commença à s'agiter. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, un instant troublés, avant de se fixer sur Rachel. « Maman » murmura-t-elle, comme si elle avait peur que cela fasse disparaître la vision. « Je suis là, mon cœur » dit Rachel en s'asseyant au bord du lit. « Tu es en sécurité maintenant. » Les yeux de sa fille se remplirent de larmes. « Millie, où est Millie ?» Rachel déglutit difficilement, ne sachant comment expliquer à une enfant de 8 ans que sa sœur jumelle avait été assassinée. Avant qu'elle puisse formuler une réponse, l'inspecteur Alvarez apparut dans l'embrasure de la porte, l'air solennel mais satisfait. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Rachel hocha la tête, reconnaissante de pouvoir répondre à la question de sa fille. Alvarez entra, ôtant respectueusement son chapeau. « Bonjour, Rachel » dit-il doucement. « Bonjour, détective Alvarez » répondit Rachel d'un ton las, se recroquevillant instinctivement contre sa mère. « Ce n'est rien » assura Rachel à sa fille. L'inspecteur Alvarez fait partie des gentils. Alvarez gardait une distance respectueuse. Sa voix était calme et douce. J'ai pensé que vous seriez intéressé par le fait que nous avons effectué une descente tôt ce matin sur une autre propriété appartenant à Douglas Carn. C'était sur Cedar Island, l'endroit où il avait prévu de vous emmener hier, d'après ce que nous avons appris à la gare maritime. Nous avons secouru 3 autres enfants qui y étaient retenus. Rachel halta. Est-ce qu'ils vont bien? Ils reçoivent actuellement des soins médicaux, a déclaré Alvarez. Certains sont portés disparus depuis plus d'1 an. Nous travaillons à les identifier tous et à contacter leurs familles. Rachel ressentit une vague de satisfaction intense. Et Carn et Evans? Ils se parlent? Evans a fait des aveux complets en échange d'une peine clémente, a confirmé Alvarez. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. Elle a toujours su que c'était mal, même si elle a aidé à coordonner les choses pour son mari. Carn ne coopère toujours pas, mais au vu du témoignage d'Evans et des preuves que nous avons recueillies, il risque désormais plusieurs peines de prison à perpétuité. Bien, dit Rachel fermement. J'espère qu'ils croupiront longtemps en prison, même elle. Elle a quand même contribué à garder ma fille captive pendant des mois, elle a quand même participé à... Elle ne put se résoudre à terminer sa phrase. Elle devra répondre de lourdes accusations, lui assura Alvarez. Sa coopération pourrait réduire sa peine, mais elle ne sera pas libre. Rachel jeta un coup d'œil à sa fille par la porte. Et maintenant? Nous aurons besoin d'une déclaration officielle de votre part et éventuellement, quand elle sera prête, d'elle aussi mais rien ne presse. Son rétablissement passe avant tout.
Rachel hocha la tête avec gratitude. Merci, inspecteur. Je suis contente que nous l'ayons retrouvé. Au cours de toutes mes années de travail, a déclaré Alvarez avec sincérité, les cas comme celui-ci se terminent rarement par un retour de l'enfant vivant à la maison. Après le départ d'Alvarez, Rachel retourna au chevet de sa fille. Celle-ci était de nouveau réveillée, observant sa mère avec une intensité qui en disait long sur sa peur d'être à nouveau séparée. « Maman, dit-elle d'une petite voix, Millie est partie, n'est-ce pas ? » « Vraiment partie. » Rachel prit une grande inspiration et s'assit, prenant la main de sa fille dans la sienne. « Oui, ma chérie. Millie est partie. Le méchant homme lui a fait très mal. » Les larmes montèrent aux yeux de sa fille. « Je le savais. Il m'avait dit qu'elle était partie, mais je ne voulais pas le croire. Je me disais qu'elle était peut-être ailleurs, comme moi, que peut-être tu nous retrouverais toutes les deux. J'aurais aimé qu'on le fasse, dit Rachel, ses propres larmes coulant à flots. Je vous cherchais tous les jours. Je n'ai jamais arrêté. J'avais tellement peur. » Sa fille murmura, après notre enlèvement et le départ de Millie, ils n'ont cessé de me déplacer. Ils ont changé mon apparence. Ils m'ont fait rester immobile pendant qu'ils prenaient des photos, et si je pleurais, ils me frappaient. Ils disaient que si j'essayais de m'enfuir ou de parler à quelqu'un, ils me feraient du mal aussi. Rachel prit délicatement sa fille dans ses bras, consciente de la perfusion. « Tu as été si courageuse, si courageuse. Et tu n'as plus à avoir peur. Ces gens vont aller en prison pour très longtemps, ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. » Mère et fille se tenaient simplement l'une contre l'autre, partageant leur chagrin pour Millie et leur soulagement d'être réunis. Finalement, les médicaments ont commencé à la rendre à nouveau somnolente, et elle s'est endormie dans les bras de Rachel. Tandis que Rachel reposait délicatement sa fille contre les oreillers, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite cicatrice près de la naissance de ses cheveux, probablement due à l'un des nombreux abus qu'elle avait subis ces 10 derniers mois. C'était un rappel visible de tout ce qui avait été volé à sa fille, son innocence, son sentiment de sécurité, sa sœur jumelle. Mais en regardant son visage endormi, Rachel y vit aussi de la force, la même détermination qui l'avait aidé à survivre à cette épreuve. Le chemin vers la guérison serait long, jalonné de séances de thérapie, de cauchemars et de souvenirs douloureux. Il y aurait des funérailles pour Millie et des jours de chagrin les submergeraient toutes les deux. Pourtant, pour la première fois depuis 10 mois, Rachel sentait naître en elle une sorte d'espoir. Elles allaient construire une nouvelle vie, une vie qui honorerait la mémoire de Millie tout en permettant à sa sœur de guérir et de s'épanouir à nouveau. « Tout ira bien, » murmura-t-elle en lissant les cheveux de sa fille. D'une manière ou d'une autre, un jour, tout ira bien. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil du matin continuait sa montée dans le ciel, projetant de longues ombres qui se raccourcissaient progressivement à mesure que la journée avançait, un rappel silencieux que même après la nuit la plus sombre, l'aube finit par arriver.